Au début de l'année 2025, la mer Rouge scintillait sous un soleil brûlant qui ne laissait présager aucun trouble imminent. Des cargos et des superpétroliers avançaient lentement sur les vagues, transportant du pétrole, du gaz et toutes sortes de marchandises du Moyen-Orient vers le reste du monde. Selon de nombreuses estimations, entre 15% et peut-être 40% de l'approvisionnement énergétique mondial, ainsi que des milliers de milliards de dollars d'échanges commerciaux transitaient chaque année par ce corridor. 2 points d'étranglement cruciaux le flanquaient, le détroit de Bab el-Mandeb au sud et le détroit d'Ormuz plus à l'est. Les experts qualifiaient depuis longtemps ces goulets maritimes de poudrières potentielles où une seule étincelle pourrait déclencher des secousses économiques à l'échelle mondiale. Pourtant, malgré des années d'avertissement, la mer Rouge était restée en grande partie calme, un corridor de passage auquel peu de personnes en dehors du secteur maritime prêtaient attention. Tout changea au tout début de 2025, lorsque des panaches de fumée noire apparurent le long de la côte yéménite. Des rapports firent état de missiles jaillissant de bases secrètes, de drones bourdonnant au-dessus de la surface de l'océan, et de rumeurs selon lesquelles les Houthis, insurgés farouches soutenus par l'Iran, étaient déterminés à défier la puissance de la marine américaine. Et ce n'était pas un simple bluff. Ils prirent pour cible principale l'USS Harry S. Truman, un porte-avions nucléaire embarquant plus de 5000 marins et chargé de dizaines d'avions de chasse. Personne à Washington ne croyait qu'une poignée de guerriers du désert puisse menacer sérieusement un tel navire. Mais alors que des traînées de missiles déchiraient le ciel près des côtes yéménites et que les alarmes du Truman retentissaient, le monde prit conscience. Un conflit nouveau et plus intense émergeait de ces eaux bleues profonds. En janvier 2025, les Houthis commencèrent à intensifier leurs raids depuis les déserts du Yémen, visant des cibles de grande importance. Le corridor de la mer Rouge, autrefois largement négligé, était devenu un lieu risqué. Les observateurs militaires constatèrent que les Houthis ne se contentaient pas de tirer des armes basiques. Ils lançaient des missiles de croisière anti-navires C-802, souvent appelés Wave Gliders, en raison de leur manière étonnante de planer juste au-dessus de l'eau, ainsi que des essaims de drones Shahed 136 armés d'explosifs. Ils clamaient haut et fort sur Internet avoir abattu un MQ-9 Reaper américain avec des missiles indigènes, postant des vidéos tremblotantes montrant des panaches de fumée noire s'élevant dans une région désertique. À Washington, le président Donald Trump promit que les Houthis et leur soutien, l'Iran, paieraient cher. Il ordonna au USS Carl Vinson de quitter le Pacifique pour rejoindre le Truman et former un groupe de frappe double en mer Rouge. Escortés par des destroyers tels que l'USS Gravely et l'USS Stout, ainsi que par des croiseurs comme l'USS Gettysburg, tous équipés du puissant système Aegis, ces porte-avions avaient pour mission de sécuriser les routes maritimes. Mais le rôle de l'Iran sortit de l'ombre. Téhéran fit des déclarations menaçantes sur les médias d'État, évoquant la fermeture du détroit d'Ormuz si les États-Unis insistaient trop, suggérant que 40% du pétrole mondial pourrait soudainement être pris en otage. Des officiels se vantèrent que les bases américaines, y compris Diego Garcia, où 6 bombardiers furtifs B-2 Spirit étaient prêts à décoller, seraient frappés en cas de conflit. Les Russes dépêchèrent aussi leurs navires de guerre pour observer à distance, tandis que l'Union européenne déploya ses propres bâtiments pour protéger les échanges vitaux face à la menace croissante des Houthis. Le 6 janvier, les opérateurs radars de l'USS Harry S. Truman détectèrent plusieurs objets entrants. Les Houthis avaient lancé une vague de missiles de croisière C-802, ainsi que des drones Shahed 136, plus lents, dans une attaque déterminée contre le groupe porte-avions. Les alarmes retentirent dans les couloirs. Les marins se précipitèrent à leur poste. L'USS Gravely verrouilla ses radars Aegis et lança des intercepteurs SM-2 à vitesse supersonique. Un F-18 Hornet s'élança du pont du Truman, ses canons braqués sur les drones qui se rapprochaient. Des explosions illuminèrent le ciel alors que les ogives ennemies se désintégraient,
leurs débris tombant dans la mer. Les Houthis affirmèrent avoir détruit du matériel américain coûteux, mais la marine rapporta qu'aucun dommage majeur n'avait été constaté. Pourtant, chaque interception nécessitait des munitions avancées et coûteuses, comme tirer une balle d'or sur un leurre bon marché. Certains observateurs parlèrent d'un marteau pilon pour écraser des mouches. Cependant, les Houthis avaient testé les défenses américaines d'une manière que peu avaient anticipée. Pendant ce temps, la valeur stratégique de la mer Rouge n'était un secret pour personne. Au moins 15% du commerce mondial, voire davantage, transitait par le détroit de Bab el-Mandeb. La position du Yémen permettait aux Houthis de harceler le trafic maritime ou de menacer les porte-avions en installant des rampes de missiles et des lanceurs de drones le long de la côte. Le rôle de l'Iran était omniprésent, fournissant du matériel bon marché qui posait un véritable casse-tête aux marines avancées, contraintes de répliquer avec des intercepteurs sophistiqués. Un seul tir chanceux sur un navire américain de premier rang, voire sur un pétrolier, pouvait mettre en péril la sécurité énergétique mondiale. Quelques jours après cette tentative audacieuse, les États-Unis lancèrent une contre-attaque sévère. Des satellites et des MQ-9 Reaper repérèrent les dépôts et bunkers Houthis, tandis qu'un RC-135 Rivet Joint interceptait les communications. Vers 2 heures du matin, le 8 janvier, l'USS Gravely et l'USS Stout tirèrent des missiles de croisière Tomahawk. Des F-18 Super Hornets décollèrent du Truman, chacun transportant des bombes JDAM destinées à détruire des abris renforcés. Les Tomahawk volèrent de bas au-dessus du terrain accidenté du Yémen, frappant des centres d'armes secrets. Les Hornets suivirent, transformant les stocks de missiles en un feu d'artifice nocturne, tandis que des explosions secondaires illuminaient le désert. Au matin, des cratères carbonisés et des débris tordus remplaçaient les rampes de lancement autrefois impressionnantes. Le président Trump déclara sur Twitter que les Houthis avaient été effacés et que Téhéran partagerait leur sort s'ils franchissaient encore la ligne. Les images de bunkers fumants montraient à quel point la frappe américaine avait été meurtrière. Dans la foulée, le trafic maritime reprit, bien que les capitaines restassent vigilants. Les Houthis, une petite force de combattants du désert, avaient brièvement secoué un géant mondial. Leurs restes d'équipements balistiques gisaient calcinés dans des fosses poussiéreuses, mais sur les réseaux sociaux, les voix Houthis promettaient de reconstruire. Les responsables du renseignement américain avertirent que l'Iran pourrait fournir davantage de missiles, de drones modifiés ou d'argent au groupe si cela servait ses intérêts. La mer Rouge, autrefois surtout connue pour le tourisme, le commerce maritime et les routes historiques, était désormais un point chaud, dominé par une confrontation latente. Tous pointaient vers le plan plus vaste de l'Iran, la possibilité imminente de fermer un jour le détroit d'Ormuz. À chaque volée de drones ou de missiles, ils testaient la rapidité et le coût de la réponse américaine. La capacité balistique de l'Iran et ses ambitions nucléaires se cachaient derrière ces escarmouches. Téhéran menaçait que toute attaque réelle sur le territoire iranien, comme celle pouvant être menée par les bombardiers B-2, stationnés à Diego Garcia, entraînerait la fermeture du détroit d'Ormuz, bloquant près de la moitié des expéditions quotidiennes de pétrole dans le monde. Avec les Russes qui surveillaient l'océan Indien et l'Union européenne, renforçant leur présence navale, la région était un véritable chaudron. Les experts redoutaient que quelques provocations supplémentaires ne les entraînent dans une guerre plus large. Les porte-avions américains, bien que semblant intouchables, faisaient de face à la réalité qu'un conflit réel avec l'Iran ou une vague d'attaques par procuration pourrait devenir chaotique. L'Amérique pouvait anéantir les menaces locales, mais le coût grimpait à chaque interception d'un drone avec un SM-2, arme coûteuse, alors que le drone valait une fraction de ce prix. Pendant que la mer Rouge étouffait sous ces tensions, des rumeurs circulaient sur des capacités américaines encore plus exotiques. On murmurait des récits sur des engins anti-gravité, des projets classifiés et des propulsions avancées parmi les théoriciens du complot. Certains évoquaient des noms de code comme TR-3B ou Aurora, des avions triangulaires supposément basés dans des bases secrètes du Nevada ou du désert californien.
On se rappelait comment les États-Unis avaient conçu le F-117 Nighthawk et le bombardier B-2 Spirit dans un secret presque total. Ne pourrait-il pas recommencer, en dévoilant quelque chose au-delà de la furtivité classique si une confrontation majeure éclatait? Les menaces iraniennes envers Diego Garcia alimentaient encore plus les spéculations. Le B-2 était connu pour pouvoir transporter des bombes capables de détruire des structures renforcées, y compris des sites nucléaires. Téhéran faisait clairement savoir que s'il était attaqué, il provoquerait de graves troubles mondiaux. Les propos de Trump, chargés de défis, ne masquaient pas la prise de conscience américaine de l'ampleur d'un conflit potentiel. Les Houthis, ayant lancé des drones bon marché et rusés, avaient involontairement ou délibérément testé le géant américain. Ce test répétait la leçon de la guerre asymétrique. Continuer à combattre avec des drones à 50 000 $ qui exigent des réponses à plusieurs millions, vidant les ressources de la superpuissance goutte à goutte. Les observateurs à Washington poursuivaient néanmoins leurs projets avancés pour garder une longueur d'avance. Au-delà des combats sans frontières dans le désert, l'industrie américaine de la défense préparait des bonds technologiques majeurs. Des projets comme le concept Next Generation Air Dominance, NGAD, pour un chasseur de 6e génération, étaient censés intégrer furtivité avancée, fusion de données, drones pilotés par IA et propulsion plus puissante. Lockheed, Boeing et Northrop Grumman se disputaient la place du premier avion du futur. Le bombardier furtif B-21 Raider était également en développement, destiné à remplacer ou compléter le coûteux B-2. La rumeur voulait que le B-21 offre une meilleure maintenance, une architecture plus ouverte pour de nouvelles armes et des coûts d'exploitation réduits. Certains s'interrogeaient sur la capacité à financer simultanément autant de programmes coûteux. Les projets noirs faisaient toujours l'objet de discussions. Le TR-3, à Black Manta, était murmuré comme une plateforme de reconnaissance supersonique ou quasi-hypersonique, exploitant les connaissances du B-2. D'autres allaient plus loin, évoquant le TR-3B avec son supposé moteur antigravité issu d'ingénierie inversée sur des ovnis ou des expériences nazies datant de la Seconde Guerre mondiale. Des plasmas de mercure tournant à haute pression pour réduire la masse, des réacteurs nucléaires assez petits pour tenir dans des jets furtifs, ces idées frôlaient les limites de la science acceptée. Pourtant, la fascination persistait, alimentée par le secret qui entoure les véritables développements furtifs. Des brevets pour des générateurs d'ondes gravitationnelles ou la manipulation de l'espace-temps, attribués à des laboratoires de la marine ou de l'armée de l'air, nourrissaient ces histoires, même si les scientifiques mainstream doutaient de leur viabilité dans des conflits à court terme. Sous nos yeux, la technologie furtive reconnue avait autrefois été presque aussi mystérieuse. Le F-117 avait évolué dans l'ombre pendant des années, considéré comme un ovni jusqu'à ce que le gouvernement le révèle. Le B-2, nécessitant des milliards en budget noir, volait dans un secret absolu et changea finalement la nature de la guerre aérienne. Ces améliorations comprenaient de nouveaux ordinateurs de mission, des revêtements furtifs améliorés et des radars avancés pour détecter les défenses ennemies. Maintenir un B-2 coûtait plus de 100 millions par an. La question était de savoir combien de systèmes furtifs coûteux une nation pouvait raisonnablement financer. Chaque avancée s'accompagnait d'une facture plus lourde. Pendant ce temps, un simple drone à 20 000 $ équipé d'une ogive pouvait contraindre des groupes de porte-avions entiers à lancer des intercepteurs à plusieurs millions. C'est précisément ce déséquilibre que les Houthis exploitaient. Même si les États-Unis les frappaient durement, les Houthis infligeaient un coût économique à chaque affrontement, vidant les missiles avancés des navires américains. De nouveaux envois d'Iran pouvaient toujours leur permettre de recommencer. Et si les Américains devaient rester en mer Rouge pour garder ouvertes les voies maritimes, cela représentait une dépense permanente. Les officiels iraniens pouvaient simplement voir les Houthis comme un levier supplémentaire pour harceler l'Occident, pendant que Téhéran poursuivait son enrichissement en uranium, le développement de missiles balistiques et observait silencieusement la réponse américaine.
La contre-attaque du 8 janvier avait bien détruit le principal stock des Houthis, les Tomahawks et bombes de F-18, transformant les bunkers en tas de métal calciné. Les réseaux sociaux Houthis se vantaient que la victoire américaine était creuse, mais les renseignements locaux confirmaient que des dépôts entiers de missiles avaient brûlé durant la nuit. Pour l'instant, les Houthis avaient perdu l'essentiel de leur capacité anti-navire. Pourtant, les porte-avions américains restaient en alerte. Le ratio coût-utilisation était flagrant. Chaque vague de drones Houthis, aussi dérisoire soit-elle, nécessitait une certaine réponse américaine. Ce schéma tiendrait-il si des puissances plus importantes entraient en jeu? Parallèlement, le golfe Persique connaissait des tensions persistantes. Les généraux iraniens insistaient sur le fait que si les États-Unis ou Israël bombardaient jamais des sites nucléaires iraniens, ils riposteraient en inondant le détroit d'Ormuz de mines et d'essaims de petites embarcations ou de missiles balistiques. La Russie, discrètement, semblait profiter des pics des prix du pétrole ou de la dispersion des forces américaines. L'Union européenne, qui dépendait d'un passage sûr pour ses approvisionnements énergétiques, ne voulait pas de guerre ouverte. Beaucoup craignaient que l'ouverture d'un second front à Ormuz, combinée aux troubles en mer Rouge, ne fasse exploser les coûts du transport maritime mondial, paralysant les économies. Sur le pont de l'USS Harry S. Truman, les équipages de vol se relayaient sans arrêt, lançant des missions de reconnaissance, scrutant les littoraux et s'exerçant aux interceptions. Un pilote de F-18 pouvait prendre place dans le cockpit à 4 heures du matin, les yeux à l'affût d'un drone fugitif passé inaperçu. La menace de essaims illimités, lancée par les Houthis ou d'autres proxys iraniens, était une source d'inquiétude. La marine disposait de matériel largement suffisant pour abattre chaque menace, mais le coût en intercepteurs et en préparation pouvait rapidement exploser. Au-delà des combats immédiats, un tourbillon de discussions sur des avions furtifs de nouvelle génération, des drones à intelligence artificielle et de potentielles percées antigravité reflétait la marche inexorable de la technologie. Le programme F-35 lui-même était coûteux. Capteurs avancés, formes furtives, variantes à décollage vertical pour les Marines, chaque appareil avec une étiquette à plusieurs millions. Par ailleurs, les conceptions de 6e génération pouvaient coûter encore plus cher. Certains, comme Elon Musk, affirmaient que l'avenir appartenait de toute façon aux drones, que les jets pilotés étaient dépassés, invoquant les progrès de l'IA. L'armée de l'air jouait la prudence. Elle valorisait toujours les pilotes qualifiés dans des cockpits avancés, mais reconnaissait une place pour des drones, elles, loyales. Si le coût devenait trop élevé, certains concepts resteraient probablement sur le papier. Les allusions discrètes aux engins Aurora ou TR-3 ne concernaient pas uniquement des formes furtives. Elles incluaient des moteurs à détonation pulsée ou des propulsions électromagnétiques censées atteindre des vitesses possibles de Mach 6, éclipsant les anciennes plateformes de reconnaissance comme le SR-71. On racontait que les États-Unis auraient pu les tester dans les déserts du Sud-Ouest, effrayant les observateurs avec leurs silhouettes triangulaires mystérieuses. Il n'y avait aucune preuve que les États-Unis prévoyaient de les utiliser en mer Rouge, mais si les tensions avec l'Iran s'envenimaient, ces engins mystérieux pourraient peut-être surgir de nulle part. D'autres disaient que les flottes actuelles de B-2, B-52 et F-18 suffisaient largement pour gérer les menaces des rebelles yéménites. Déployer un super-avion non éprouvé pour écraser des drones semblait insensé. À la mi-janvier, les Houthis manquaient de ressources pour lancer une autre vague massive. Leur compte Twitter répétait les menaces, mais les observateurs ne voyaient pas de nouveaux lance-missiles émerger du sable ou des ravins cachés. Pourtant, la friction sous-jacente ne faisait que croître. Trump insistait. Si l'Iran tentait de les réapprovisionner, les États-Unis continueraient de détruire les convois. Les médias iraniens laissaient entendre de mouvements plus importants, peut-être des tests de missiles balistiques près du Golfe. Dans l'Union européenne, les décideurs parlaient avec anxiété de la dépendance au pétrole du Moyen-Orient. La Russie semblait se contenter de glaner des renseignements sur la réaction américaine face aux attaques en essaim. La mer Rouge paraissait plus calme
mais jamais paisible. Loin des champs de bataille désertiques, l'histoire des avions avancés américains restait d'actualité. Le B-2 avait autrefois survolé la Serbie dans les années 1990, détruisant des cibles clés tout en échappant à des radars sophistiqués. Son remplaçant éventuel, le B-21 Raider, était censé être plus facile à entretenir, bien que potentiellement produit en plus grand nombre. Le coût d'une heure de vol sur un B-2 dépassait les 100 000 $. Les drones avancés coûtaient moins cher à faire fonctionner, mais ne disposaient pas de la même capacité de bombe ni de l'aura stratégique. Puis il y avait les affirmations vraiment extravagantes sur des moteurs antigravité faisant tourner du plasma de mercure dans des anneaux sous pression, défiant la physique conventionnelle. La communauté en ligne partageait des documents de brevets déposés par certains inventeurs de la marine mentionnant des générateurs de champs électromagnétiques, la manipulation de l'espace-temps ou des propulseurs à ondes gravitationnelles. Les sceptiques voyaient là des expériences irréalistes, tandis que les convaincus affirmaient que le gouvernement possédait des engins extraterrestres depuis au moins les années 80-40 et que les sauts technologiques du F-117 au B-2 n'étaient que la partie émergée des projets secrets. Les laboratoires secrets Skunk Works de Lockheed, Phantom Works de Boeing et ceux de Northrop avaient historiquement produit des designs radicaux. L'avion d'essai Bird of Prey était autrefois caché derrière un voile de secret, tout comme le F-117 et le B-2. Même les premiers prototypes furtifs, baptisés Half Blue, s'étaient écrasés dans le désert du Nevada, jamais révélés avant longtemps. Certains initiés de l'industrie disaient que ce même schéma pourrait se répéter avec un avion de nouvelle génération. Les titres annonçaient à chaque fois une envolée des coûts, mais si une confrontation directe exigeait des frappes initiales implacables, ces projets noirs pourraient bien faire leur début. Au fil du temps, cependant, le véritable obstacle restait le budget. Même une superpuissance trouvait difficile de financer simultanément plusieurs jets furtifs, porte-avions, drones nouvelle génération ou programmes d'interception balistique. Dans le désert yéménite brûlant, des récupérateurs fouillaient les débris tordus de missiles à la recherche de fragments précieux ou revendables. Les restes carbonisés des ogives Wave Glider, C-802 des Houthis ou des drones Shahed 136 s'échouaient parfois sur les côtes, racontant l'histoire de batailles éphémères. Les pêcheurs locaux retournaient sur les rivages, même si le risque n'avait pas totalement disparu. Ils apercevaient les silhouettes lointaines des navires de guerre sous un soleil scintillant, parfois avertis par des haut-parleurs de ne pas s'approcher. Les États-Unis ne voulaient plus de confusion. Aucun petit bateau ne devait s'approcher d'un porte-avions au risque d'être pris pour une menace. Les tensions restaient vives, même si aucun missile ne s'élevait pour le moment. Trump lançait des avertissements. Un seul missile iranien piloté pourrait déclencher toute la puissance des bombardiers B-2. L'Iran publiait des déclarations sur un programme nucléaire se rapprochant du seuil critique. Pendant ce temps, les Russes jouaient la montre, dérivant dans l'océan Indien, probablement pour recueillir du renseignement électronique sur les tactiques anti-drones. Les navires de l'Union européenne escortèrent les pétroliers, espérant maintenir le commerce stable. On reconnaissait que la mer Rouge était une scène de multiples jeux de pouvoir, allant d'attaques de proxy bon marché à des préoccupations nucléaires en coulisses. L'impasse de janvier s'était terminée avec les Houthis sévèrement frappés, mais l'étincelle suivante pouvait surgir à tout moment. À huis clos, l'armée de l'air américaine débattait de la gestion de l'avenir. Le concept Next Generation Air Dominance impliquait de dépenser des milliards pour un avion qui pourrait ne jamais être produit en masse si les menaces évoluaient ou si les budgets étaient réduits. L'armée testait des lasers pour abattre des essaims, espérant remplacer des intercepteurs millionnaires par des faisceaux d'énergie concentrés moins coûteux. La marine expérimentait des canons électromagnétiques, bien que la fiabilité restât problématique. Une nouvelle vague technologique pourrait modifier le calcul des coûts de la guerre. Si les lasers ou canons électromagnétiques devenaient courants, attaquer avec des drones bon marché ne pèserait plus autant sur les marines avancées. L'évolution furtive de Lockheed Martin avait commencé avec le F-117, progressé vers le F-22, puis le F-35.
Northrop avait à son actif le B-2, avec une implication supposée partielle dans la série TR-3. Boeing avait contribué avec les recherches sur le Bird of Prey, le concept de drone X-45, ainsi que des designs de moteurs. Le Armstrong Flight Research Center de la NASA introduisait des tests de nouvelle génération pour des formes ou matériaux avancés. Chaque rumeur ou projet partiellement confirmé alimentait la spéculation selon laquelle les États-Unis pourraient secrètement posséder un nouvel engin capable de planer ou de voler à des altitudes extrêmes, au-delà des avions classiques. Le tumulte du conflit en mer Rouge, la menace nucléaire iranienne et les technologies top secrètes formaient un puzzle jamais parfaitement assemblé. Les tribus yéménites locales étaient désormais habituées au conflit, se concentrant davantage sur leur survie quotidienne que sur les drames mondiaux. Elles extrayaient du carburant des drones écrasés pour un maigre profit. La direction Houthi, du moins pour l'instant, pansait ses plaies après la déferlante américaine. Sans nouveaux envois de matériel depuis l'Iran, elle ne pouvait reproduire les essaims précédents. Mais chaque jour, les observateurs soupçonnaient Téhéran d'essayer à nouveau. Les voies maritimes restaient patrouillées sans relâche, chaque jour coûtant des fonds opérationnels aux Américains, chaque jour rappelant à tous que les Houthis, en une seule vague, avaient en forcé une superpuissance à réagir. Fin janvier 2025, l'horizon au-dessus de la mer Rouge était calme. L'USS Harry S. Truman et l'USS Carl Vinson dominaient encore, éclipsant toute tentative d'une poignée de rebelles du désert. Des drones scrutèrent la côte à la recherche de nouvelles activités. Les colonnes militaires à Washington débattaient pour savoir si les porte-avions devaient rester ou se déplacer vers le golfe Persique afin de dissuader un affrontement plus important avec l'Iran. Les navires de l'UE coordonnaient avec la marine américaine pour assurer la sécurité des navires commerciaux. La présence russe dans l'océan Indien restait discrète. Pas de grandes confrontations, mais un œil toujours rivé aux mouvements américains. L'Iran intensifiait ses menaces rhétoriques, évoquant de nouveau la fermeture d'Ormuz. Aux États-Unis, des informations sur des programmes avancés de moteurs filtrèrent peu à peu. Pratt & Whitney et GE se livraient une rude concurrence pour des moteurs à cycle adaptatif capables de performance dans différents régimes de vol. Certains affirmaient que ces moteurs, montés sur un chasseur de 6e génération, surpasseraient le F-35. Mais le coût montait en flèche. Certaines propositions intégraient un système de pilotage par IA permettant à un seul pilote de diriger plusieurs drones ailes loyales sans pilote. Les observateurs dans des laboratoires spécialisés laissaient aussi entendre l'existence de brevets partiels sur l'antigravité, bien que les documents officiels fussent vagues. Certains pensaient que ces projets ne verraient jamais le jour. D'autres insistaient sur leur potentiel révolutionnaire s'ils étaient pleinement validés. Alors que la mer Rouge bouillonnait, le dénouement restait incertain. Les Houthis, battus jusqu'à la quasi-soumission par la marine américaine, avaient démontré que l'asymétrie pouvait provoquer des maux de tête coûteux. L'Iran observait chaque mouvement, attendant de voir si les États-Unis allaient écraser leur proxy, tout en se montrant prudent à l'idée de frapper directement Téhéran. Si la question nucléaire franchissait un certain seuil, les bombardiers B-2 pourraient décoller de Diego Garcia, transportant d'énormes bombes anti-bunker. Ou, si les rumeurs étaient vraies, les États-Unis pourraient déployer un engin inconnu supposé surpasser la furtivité conventionnelle. Les Russes restaient en embuscade, les Européens patrouillaient, toute la région était figée dans une attente vigilante. Dans les recoins rarement révélés de l'aviation américaine, d'anciennes histoires trouvaient des échos. Le B-2 avait coûté environ 23 milliards rien qu'en recherche, chaque heure de vol étant facturée plusieurs centaines de milliers de dollars. Le secret autour du F-117 avait suscité des spéculations sur des désignations fictives comme le FDX-9. La vérité avait fini par émerger, mais seulement après des années de silence. Le même silence pourrait entourer la prochaine plateforme furtive, ou toute technologie avancée testée à Area 51, Palmdale ou China Lake. La synergie entre furtivité, électronique, matériaux composites et informatique avancée avait changé la façon de faire la guerre.
La prochaine synergie pourrait tourner autour d'influences électromagnétiques ou gravitationnelles, une science qui autrefois semblait sortie d'un roman de gare. Certains affirmaient que cela se produisait déjà. En février, aucun nouvel essaim outil ne s'était abattu sur les porte-avions. Les analystes pensaient que les lignes d'approvisionnement du groupe avaient été coupées ou qu'ils avaient perdu trop de lanceurs. Les scènes de bunkers rasés dans le désert yéménite montraient le prix à payer pour défier directement les États-Unis. Pourtant, la tension grondait silencieusement. Le détroit de Bab el-Mandeb continuait de canaliser d'énormes volumes de pétrole et de marchandises. Si l'Iran ou un autre groupe voulait faire une déclaration, ce couloir maritime offrait un endroit facile pour frapper. L'économie mondiale ne pouvait l'ignorer. Les États-Unis restèrent présents, absorbant les coûts, refusant de laisser les Houthis ou tout proxy perturber un axe aussi critique. Aucune solution finale n'émergeait. La région guettait les signes du prochain test, qu'il s'agisse de missiles balistiques tirés depuis un site iranien caché ou de prototypes avancés issus du domaine des budgets secrets américains. Les vagues de la mer Rouge léchaient silencieusement les vieux fragments de drones près des côtes yéménites. Des navires de guerre croisaient sous un soleil de plomb. Les navires marchands suivaient scrupuleusement les routes désignées. Les rumeurs sur le TR-3B ou le déploiement du B-21 continuaient de circuler. Les médias iraniens diffusaient parfois des images de parades de missiles balistiques. Sur Twitter, les Américains répétaient que toute tentative sérieuse de bloquer Hormuz déclencherait une réponse écrasante. Dans les villages locaux, les familles tentaient de reconstruire. Les agriculteurs vendaient des morceaux d'ogives usagées. Des poches isolées de soutien aux Houthis s'accrochaient à l'idée qu'ils avaient humilié une superpuissance, même si celle-ci avait répondu avec une force de fer. Les porte-avions américains poursuivaient leur veille, éteignant les petites étincelles. La grande question restait de savoir si une étincelle encore plus grande viendrait de Téhéran, forçant les États-Unis à déchaîner tout leur arsenal. Si cela arrivait, peut-être que le public verrait ces engins triangulaires légendaires traverser le ciel, ou peut-être que les avions furtifs actuels suffiraient. La mer Rouge elle-même, bien que meurtrie par le conflit, continuait simplement de briller sous la lumière du jour, un corridor commercial mondial qu'aucun ne pouvait se permettre de céder.